Salut, mon nom c'est Steven Brown. Je suis PDG du Conseil national des musulmans canadiens. C'est un OBNL qui se concentre sur vraiment la promotion et la défense des droits des citoyens musulmans et musulmans canadiennes. Vraiment, on est une organisation qui prône les droits de la personne, les libertés civiles, et vraiment juste aussi une approche qui essaie de rassembler les communautés à l'intérieur du Canada pour promouvoir une société plus harmonieuse. Alors vraiment, c'est notre mandat. Que pensez-vous de l'affaire Haroun Bouazi? Avant, je vais vous parler d'une des raisons pourquoi je me suis lancé en politique. Je vais vous parler de racisme et de l'importance de ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte contre le racisme. Le racisme, il n'y a pas de race évidemment humaine, il y a des races qui sont construites par la société, qui créent une catégorie à laquelle on assigne une culture qui par définition est dangereuse, qui est inférieure. Et au bout de 22 ans, ce que vous faites aujourd'hui est très important pour casser la construction de ces mécanismes du racisme. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Ce qui est affreux, c'est vraiment le deux poids, deux mesures. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés au Québec de parler d'enjeux de discrimination, de racisme, d'immigration, tout ce qui touche essentiellement les minorités, et spécialement quand ça vient des personnes qui sont issues des communautés, disons, culturelles ou racisées. Euh, et juste regarder, et c'est pas la première personne qu'on voit au Québec qui se fait ramasser, la première personne, spécialement maghrébine, qui se fait ramasser pour faire des propos ou tenir un discours qui est franchement, juste lire la lettre de ce qu'ils ont dit, c'est carrément normal. Il y a rien d'extrême dans ce qu'il a dit. C'est juste regarder ses propos, les propos qui ont vraiment fait polémique. Mais nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, de sa culture, qui par définition serait dangereuse ou inférieure. Peut-on l'entendre de dire que dans le cadre d'un événement organisé début novembre dans la Fondation Club Avenir? Alors, et ça vient du devoir. Et je contraste ça. Il a dit ça et tout de suite, on a vu de la classe politique entière. Ce qu'il a dit, c'est inacceptable. Il nous a traités de racistes. D'abord, il n'a jamais dit le mot raciste. Donc, dans ça, il a essayé d'expliquer dans une entrevue après ce qu'il voulait dire, le sens de ses propos. Ça passait pas. Ça passait pas du tout. Et malheureusement, c'est pour nous autres, quand j'ai regardé, la classe politique et médiatique, principalement francophone, ça passait pas du tout. Personne n'a pensé à demander à la communauté maghrébine ou aux communautés racisées, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Il y a personne qui leur a demandé pour voir s'ils trouvaient ça acceptable. Ou peut-être, est-ce qu'il exprimait quelque chose tout haut que plusieurs personnes pensent tout bas. OK? De l'autre côté, il y a Éric Duhem. Quelques jours avant, à Cube Radio, voici, voici les propos que Guy Nantel a rappelé à son auditoire. Il a dit, ça c'est Éric Duhem qui dit ça, il a dit, je suis tanné de voir le premier ministre qui, à chaque fois qu'il y a un problème, se sert de l'immigration pour frapper. Moi, je suis tanné de voir le gouvernement qui associe tous les immigrants à dire qu'on va louisianiser le Québec, que c'est un problème. Même on a une élection, le ministre de l'immigration qui vient nous dire que 80% du travail, que 80% ne travaillent pas puis ne parlent pas le français, et c'est totalement faux.
zéro problème. Zéro problème. Comment ça se fait qu'un Éric Duhem est capable de dire qu'à chaque fois je vois le gouvernement qui associe tous les immigrants à dire qu'on va louisianiser le Québec, comment ça qu'il peut dire je suis tanné de voir le premier ministre qui, à chaque fois qu'il y a un problème, se sert de l'immigration pour frapper, mais de l'autre bord, on dit il y a un problème à dire malheureusement à l'Assemblée nationale, je vois tous les jours la construction de cet autre. Ça vient d'un Éric, c'est correct. Ça vient d'un Haroun, il y a un problème. Est-ce que tu nous traites de racistes? Est-ce que... Et c'est intéressant. Je pense que c'est José Legault du Journal de Montréal, mais il faudrait que je regarde encore. Il y avait un article du Journal de Montréal qui est sorti essentiellement demandant, qui a posé la question tout haut, pourquoi une telle réaction des Québécois euh, face aux propos de Haroun? Et c'est parce que pendant longtemps, les Québécois ont été accusés d'être plus racistes ou plus intolérants que les autres. Alors, d'une certaine façon, on peut comprendre que si tu es Québécois de souche et que les gens là, te disent ah, parce que tu es Québécois, tu es nécessairement raciste, que oui, c'est insultant. Mais être tellement à fleur de peau, euh, euh, on dirait que c'est rendu dans le discours public, c'est plus inacceptable de traiter quelqu'un de discrimination ou de highlighter, de pointer la discrimination que la discrimination elle-même. Euh, et, euh, et je pense aussi qu'on a manqué une bonne opportunité. Parce que ce qu'on aurait pu faire, c'est dire, tu sais quoi, c'est des propos qui nous choquent. C'est des propos qui nous dérangent. Et on aurait pu prendre l'opportunité pour vraiment demander et poser des questions. Est-ce que c'est une réalité que les personnes issues de l'immigration ou des communautés noires ou la communauté maghrébine ressentent? Mais à la place de rentrer vraiment dans le fond de la question, on va parler de la façon dont on parle de la discrimination et non de la discrimination elle-même. Et le fond de l'enjeu a été complètement ignoré. Vous qui intervenez au niveau du Canada, pensez-vous que s'il y avait eu une affaire similaire dans d'autres provinces, les réactions auraient été aussi violentes contre Haroun Boisie? Réaction semblable, mais à ce niveau-là, non. À ce niveau-là, non. Comme, je vais vous donner un autre exemple. C'est pas juste Harold. Il y a Amira El-Gawabi. OK? Amira El-Gawabi, la représentante contre l'islamophobie au fédéral. Et qu'elle, au cours des premiers jours de son mandat, on avait repris des propos qu'elle avait écrits disant qu'il y avait une majorité des Québécois qui étaient animés par un sentiment anti-musulman. OK? Ça passait pas. L'Assemblée nationale au complet a dénoncé les propos d'une journaliste. OK? Je vais vous prendre à des propos de François Legault. Même enjeu. Quelques jours après, et elle parlait de la loi 21. Quelques jours après que la CAQ a passé la loi 21, François Legault parlait avec le journaliste Patrice Roy de Radio-Canada. Et Patrice Roy lui a demandé pourquoi vous avez passé la loi 21. Et essentiellement, ce qu'il a dit, c'est pour éviter l'extrême, des fois, il faut que tu en donnes un peu à la majorité. Parce qu'il y a des gens un peu racistes qui ne voudraient pas voir des personnes portant des symboles religieux même dans la rue. Alors, François Legault dit à un journaliste de Radio-Canada que la raison pourquoi il a passé une loi pour enlever des droits à des citoyens, c'est parce que des fois, il faut que tu donnes des droits des minorités à la majorité qui contiendrait certaines personnes qui sont un peu racistes. Aucun problème. Ça passait, aucun problème. Amira vient dire essentiellement ce que plusieurs personnes dans la classe politique ont dit, notamment le premier ministre, mais aussi qui vient relayer malheureusement ce qu'on voit dans plusieurs sondages, qu'il y a une majorité de Québécois qui ont un vrai malaise avec des minorités religieuses visibles, et spécialement quand ça vient au voile. Alors, dans le reste du pays, oui, il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise avec ce discours. Il y a certaines personnes qui sont réfractaires à ce discours. Mais est-ce qu'il y a une réaction aussi virulente qu'on voit au Québec quand quelqu'un, spécialement issu d'une minorité religieuse ou visible, viendrait dénoncer un,
la discrimination, on voit pas ça vraiment dans le reste du pays. Comment fut la réaction du reste du Canada à l'arrivée de Amira El-Gawabi? Dans le reste du Canada, ça a été ni accueilli de façon super positive ou négative. C'était juste une autre nouvelle, un peu qui a passé. Vraiment, la façon que la presse canadienne a couvert la nouvelle, c'est la réaction du Bloc québécois et de la réaction de l'Assemblée nationale à l'inauguration du poste. Mais ça, c'est pas pour dire que dans le reste du pays, euh, les musulmans font face à moins de problèmes ou de discrimination dans des instances particulières. Il y a une différence culturelle entre le Québec et le reste du pays. Les Québécois ont tendance à avoir plus de facilité à dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Au reste du pays, c'est un peu plus poli, c'est un peu moins public, c'est un peu plus privé, mais le sentiment existe quand même. Alors, je pense qu'il y a une différence de culture, comment les gens s'expriment, mais hem, quand on parle vraiment alors, de me prononcer, est-ce que les Québécois ont plus de problèmes avec les musulmans que dans le reste du pays? Bon, il y a certains sondages qui diraient que oui. Exemple, euh, Jean-Marc Léger de Léger Marketing a fait des sondages et a dit que les Québécois sont pas plus racistes ou discriminatoires que les autres Canadiens ou Canadiennes. On est nettement moins que les Français, nettement moins que les Européens, moins que les Américains, environ la même chose que le reste du pays. Sauf quand on touche à la question de religion, là, pour des raisons historiques et bien particulières à notre culture, on a plus de malaise, on a plus de difficultés. Euh, mais ce que je parle ici vraiment, là, c'est la façon que la classe politique et médiatique traite euh, la discussion entourant tout ce qui est islamophobie ou discrimination contre les minorités. Euh, c'est, c'est très difficile de parler de façon franche et ouverte du problème de discrimination ici au Québec. Spécialement si tu es arabe. Euh, Moi, je vais dire personnellement, je m'appelle Stephen Brown et j'ai pas la tête d'un Arabe ni d'un Pakistanais, je suis noir. Alors, et les gens ne savent pas que je suis musulman tant aussi longtemps que, tu sais, ils m'ont vu commander le salade César sans bacon et là, ils commencent à se demander des questions. Mais, alors moi, j'entends tout ce qu'on dit sur les musulmans et les Arabes. J'entends tout ce qu'on dit sur eux. Euh, et moi-même, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme moi de parler de ces enjeux de quelqu'un comme Haroun ou Amira. Euh, et c'est malheureux, mais c'est une réalité. Et l'autre chose que je dirais, c'est non seulement que c'est une réalité, mais c'est une réalité qui, euh, qui n'est pas digne de nous autres au Québec. Comme l'histoire politique du Québec, c'est l'histoire euh, d'un gouvernement qui utilise les pouvoirs de l'État pour lutter contre la discrimination, contre un groupe minoritaire bien spécifique, les francophones. Euh, Beaucoup de la culture québécoise consistait, culture politique québécoise consistait à lutter contre la discrimination. C'est pourquoi on a des mesures pour aider les francophones qui habitent à l'intérieur de 300 millions anglais. Et la discrimination et les enjeux structurants et les défis structurants auxquels ils font face. Euh, et là, nous autres, ici au Québec, on voit le groupe d'immigration qui est le plus francophone et le plus éduqué, et on passe notre temps à les faire chier à temps plein. Ça n'a aucun bon sens, ça fait pas de sens. Mais il y a une affaire qui s'appelle l'islam, puis les musulmans, puis on est confortable avec ça. Alors, on a la difficulté à vraiment à débattre ces enjeux-là d'une façon qui est ouverte, honnête euh, et productive. Y a-t-il le même traitement médiatique contre les musulmans dans le reste du Canada? Le discours ici est plus corsé, je vais dire comme ça, mais un phénomène de regarder les musulmans à travers euh, complotistes, malheureusement, existe partout en Amérique du Nord, y compris dans le reste du Canada. Euh, et c'est
sais, je vais dire comme ça, les gens ne comprennent pas, plusieurs personnes ne comprennent pas que les musulmans, comparativement à plusieurs d'autres cultures ou personnes qui viennent d'autres places dans le monde, fondamentalement, leur culture et leur pratique religieuse est très similaire à la tradition judéo-chrétienne. Mais divergent sur certains enjeux spécifiques ou pratiques religieuses ou culturelles. Les musulmans ne cherchent pas à essayer d'influencer d'autres. Euh, Ils vivent leur vie sans demander d'avoir raison, hein. Tu sais, le fait que je vais jeûner le ramadan, je ne demande pas à ce que la société ou mes collègues affirment que c'est une bonne chose, une mauvaise chose à faire. Je veux juste la place pour être capable de le faire. Euh, Faire une prière, bon, une prière catholique ou protestante, tu sais, tu mets ta tête en bas, tu pries, puis tu es capable de te lever. Tu sais, la prière musulmane est un peu plus physique, alors tu aimerais avoir un espace tu sais, pour être capable de le faire. Mais euh, quand quelqu'un de la communauté musulmane ou confession musulmane veut prier, c'est pas parce qu'elle veut imposer sa culture ou te forcer à changer d'idée. C'est simplement parce qu'elle vit sa vie sans demander d'avoir raison, sans essayer de convaincre qui que ce soit. Et, euh, et vraiment, je pense que ça indique qu'il y a une peur, un, un manque de confort, un inconfort. On peut le qualifier comme on veut, mais vraiment, il y a un sentiment que la différence de la communauté musulmane serait une menace à la culture majoritaire occidentale. Euh, et c'est malheureux parce que si la société, on l'approchait d'une façon différente, ce qu'on a, ce qu'on on pourrait apercevoir, c'est que ce qu'on voit émerger, c'est une pratique occidentale ou une culture occidentale musulmane. Les musulmans qui sont canadiens ne sont pas les mêmes que les musulmans qui sont égyptiens. Un Libanais qui est né ici et pratiquant, probablement ne pratique pas ou vit pas sa religion de la même façon que ses grands-parents. Euh, et, euh, et je pense que en étant quelqu'un que moi-même, je dis, je viens d'une famille occidentale à la base, je suis né ici, mes ancêtres datant de 6 générations, viennent tous du Canada. Euh, euh, je pense qu'on a un certain malaise à voir plus de diversité, de plus en plus de diversité au sein de nos pays. Et pour certaines personnes, il faut être honnête, ça cause un certain inconfort. Je pense pas parce que c'est nécessairement des mauvaises personnes, mais parce que les êtres humains, par leur nature, ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Euh, et gérer la diversité dans un ère où que la technologie permet de voyager autour de la planète en moins de 24 heures, ou que l'Internet, ou qu'on est capable de communiquer les uns les autres, ou qu'on voit que nos villes vraiment se rendent à une place que c'est juste tellement diversifié que c'est même difficile de déceler une culture ou majoritaire ou dominante euh, à échelle municipale. On s'en va vers là. La démographie fait en sorte que dans 2 ou 3 générations, la majorité des personnes vont avoir des ancêtres qui vivent un peu partout dans le monde. Euh, Gérer la diversité, c'est un challenge. Gérer cette diversité, c'est un challenge que bon, l'humanité probablement n'a jamais eu à faire auparavant. Il n'y a jamais eu des sociétés aussi diverses que les nôtres aujourd'hui. Et comme l'humanité apprend à gérer ça. La droite québécoise veut importer le concept d'assimilation. Qu'en penses-tu? C'est sûr que dans la société, dans certaines parties de la société québécoise, on voit un courant assimilationniste. C'est indéniable. Bon, pourquoi ils font ça, ça leur appartient. Mais
à la fin de la journée, la vraie question, c'est est-ce que chaque personne au Québec a réellement le droit d'être libre? La liberté ne consiste pas la liberté ne consiste pas à copier tes voisins. La liberté consiste à être capable de se lever le matin et décider qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui. Comme on, et, euh, et c'est là que vraiment, je pense que c'est le plus grand danger. C'est qu'il y a une érosion des droits fondamentaux, de liberté d'expression, de liberté de culte, euh, parce que avec une société libre, malheureusement, euh, l'État n'a pas les pouvoirs pour forcer les immigrants ou les minorités à se comporter en bons petits Québécois de souche. Et alors, on se dit, ben, alors, il y a certaines personnes, il y a un certain discours qui dit, ben, si on n'a pas les pouvoirs pour forcer les personnes à changer leur comportement privé ou culturel, bien, on va se doter des moyens pour le faire. Et c'est malheureux parce que trouve-moi, trouve-moi une expérience où que l'État essaie de forcer des personnes avec des lois de se comporter différemment, de lâcher leur culture, lâcher leur langue, lâcher euh, leur foi et que ça va bien tourner. Quand les Anglais ont essayé de faire ça ici avec les francophones, c'était quoi le résultat? On connaît tous c'est quoi le résultat. Si on pense qu'au Québec, on va être capable de gérer la diversité par force d'enlever des droits fondamentaux à des minorités, mais j'ai une nouvelle là, pour tous ceux qui pensent ça, ça ne fonctionnera pas. Euh, et ça va miner la cohésion sociale et ça va engendrer tous les problèmes qu'on voit tout partout dans le monde, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Alors, vaut mieux travailler à se comprendre et à se connaître que d'essayer de forcer les personnes à, à se comporter d'une certaine façon qu'une majorité dirait acceptable. À la fin de la journée, il faut se demander au Québec, est-ce que les minorités ont des droits ou des permissions? Je pense que tout le monde, peu importe ton ethnicité ou ton appartenance d'un groupe un tel ou un tel, tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Comment la communauté musulmane a-t-elle réagi aux propos de Haroun Bouazi? Non, mais c'est vrai que écoute, c'est vrai, il y a un sentiment de plusieurs personnes dans la communauté ont peur de parler tout haut, de dire ce qu'ils pensent tout haut, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent, ont peur de perdre leur travail ou par peur de se faire accuser de quelque chose. Mais la façon dont la communauté maghrébine, musulmane a réagi aux propos de Haroun, d'abord, bon, il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses propos. C'est sûr. Sur un demi-million de personnes, c'est pas tout le monde qui va penser la même chose. C'est la preuve qu'ils ne sont pas tous pareils. Deuxièmement, il y a une grande proportion de la communauté musulmane qui n'est pas maghrébine, qui n'est pas pakistanaise, qui n'est pas immigrante. Euh, ils ont leur propre perception de tous les enjeux sur lesquels ils parlaient. Mais encore une fois, je reviens à la chose qui manquait, c'est que la réaction de la société, on n'a pas eu, on n'a pas eu le réflexe d'aller demander aux communautés elles-mêmes comment elles ressentaient, comment elles vivaient ça, comment eux autres comprenaient ces propos. Il n'y a pas beaucoup de Maghrébins dans l'Assemblée nationale. Quand quelqu'un va dire, écoute, malheureusement, je vois des choses dans l'Assemblée nationale qui ne sont pas acceptables, il y a des comportements qui sont dangereux, qui minent ou qui affectent de façon très négative des centaines de milliers de Québécois, à la place de se fâcher, peut-être on devrait avoir le réflexe de dire, OK, mais peut-être il y a un 50% ou un 30%, un 80% de ce qu'ils disent qui, qui mérite d'être écouté et qui mérite d'être compris. Euh, Nous autres, on est allés parler avec des personnes, des Montréalais, pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et la réaction des Québécoises et des Québécois moyens qui vivent dans la métropole est très différente de la réaction de la classe politique. Euh, Quand on parle du Québec ou des Québécois, je pense que comme toute autre partie dans le monde, place dans le monde, il faut faire la part entre
le gouvernement, la classe politique, la classe médiatique et la population. La population qui a des voisins maghrébins savent que Mohamed est, tu sais, comme Mike. Essentiellement, là, on est un peu tous la même chose et il n'y a rien, il y a rien de, il y a, il y a aucun problème essentiellement à avoir, à vivre dans cette diversité. Alors, ouais, je pense que, je pense que comme société, spécialement la classe politique serait, would be wise, serait sage de prendre un peu plus de temps pour parler à tous les Québécois et comprendre la réalité de tous les Québécoises et Québécois. La mairie de Montréal a cédé à la pression de la droite et de l'extrême droite pour retirer son affiche avec une femme voilée. Quelle est votre lecture de cette affaire? Je pense que la mairie de Montréal, bon, on a beaucoup parlé, quand ça s'est arrivé, il y a beaucoup de médias qui nous ont lancés pour avoir notre position. Euh, je pense que la mairie de Montréal fait face aux mêmes pressions que tous les autres Montréalais. Essentiellement, ce qu'on est en train de voir, c'est un décalage entre Montréal et le reste du Québec. Montréal qui vient de plus en plus confortable avec la réalité euh, diversifiée de, la, de sa société, une vision cosmopolitaine qui représente un peu bon, la réalité de la vie montréalaise. Et on voit malheureusement euh, le reste du Québec, les régions qui regardent ce qui se passe à Montréal avec un certain scepticisme. Euh, Tu sais, qui a été écrit dans l'actualité il y a quelques années et il y a le ex-maire de Québec, Régis Labaume, il a, il a écrit il a fait des propos quand même assez intéressants. Il prédisait, il a dit, écoute, malheureusement, durant certaines années, dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir une tentation de la classe politique d'utiliser la division et la peur de l'autre pour faire des avancées politiques, des gains politiques. Euh, la peur vend des clics. La peur vend des votes. La peur vend des journaux. Euh, la peur, c'est bon pour le business de certains. Et Montréal, la mairie de Montréal n'est pas à l'abri de tout ça. Est-ce que je pense, est-ce que je pense que ça aurait été mieux pour Montréal que la mairie résiste un peu et dise, bon, peut-être vous avez un peu d'inconfort avec une affiche qui représente quelqu'un, une Montréalais, je pourrais voir n'importe où dans la ville de Montréal, mais tu sais, sois un adulte et gère tes émotions. Euh, je pense que c'est une opportunité manquée plus que toute autre chose. Vous savez, il va falloir la résistance à un discours qui présente les immigrants ou les minorités comme une menace ne va pas venir de la classe politique. L'histoire nous apprend ça très clairement. C'est pas la classe politique qui a mené le combat contre l'antisémitisme. C'est pas la classe politique qui a mené le combat contre le racisme anti-noir. Et ça sera pas la classe politique qui va mener qui va mener la lutte contre l'islamophobie ou le racisme contre les Arabes. C'est nous autres, les citoyens, qu'il va falloir qu'on décide que c'est inacceptable que tu traites des personnes, des concitoyens de façon différente en fonction de leur identité. Les droits sont gagnés dans la rue. Les droits sont gagnés quand on utilise nos voix et on utilise nos libertés, la liberté d'expression pour mettre les limites sur c'est quoi non seulement le discours, mais aussi ce qui est acceptable en termes de traitement envers des personnes, acceptable limits of behavior. Um, Ça revient à nous autres euh, de défendre nos droits. Ça revient à nous autres euh, de- sur l'acceptabilité. Qu'est-ce qu'on va accepter de nos politiciens? Euh, et ce que je pense que c'était très clair que la ville de Montréal était très mal à l'aise, était mal à l'aise avec la décision de retirer l'affiche ou peut-être la façon que ça a été communiqué. Je pense peut-être qu'ils ont pensé que ça allait pas engendrer un- une polémique aussi grande.
Mais avec le backdrop de Bedford, avec tout ce qui se passait dans la société, je pense qu'ils ont ressenti une pression politique. Ils se disaient, bon, mieux vaut un peu céder à ça, puis survivre un autre jour pour gagner sur d'autres enjeux. On observe que la nouvelle génération de Québécois racisés est moins dans la docilité et davantage dans l'expression de son identité, ainsi que dans la dénonciation des problèmes. On pense par exemple à l'humoriste Anna Sassouna. C'est sûr qu'il y a une différence au niveau de la mobilisation politique entre, dans les populations immigrantes, entre la génération des baby boomers et Gen Z, les milléniaux. Je dirais la grande différence, c'est que euh, quand quelqu'un est immigrant, quand quelqu'un immigre quelque part, c'est sûr que la première chose, c'est comment on va s'intégrer, comment on va apprendre la langue, comment on va trouver du travail. Je me rappelle quand on était plus jeune, on habitait en Indonésie pendant une année. Vraiment, tu rentres dans une place que la langue, la culture est différente et tu essaies juste de faire ta place sans te causer trop de vagues. Mais quand tu es né quelque part euh, et que tu ressens que tu es rejeté par la société, c'est c'est un enjeu complètement différent. Le réflexe psychologique est complètement différent. C'est-à-dire que la seule place que tu connais, c'est ici, c'est ta maison. Euh, et la nouvelle génération, et c'est pas seulement les enfants des immigrants, c'est aussi leurs amis à l'école. Si tu regardes beaucoup des manifs, beaucoup des personnes qui luttent contre la discrimination ou qui luttent pour euh, des droits civils, il y a beaucoup de personnes qui sont des Québécois de souche. Il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup de... Bon, et c'est pas... il y a beaucoup de personnes de race noire, disons. Il y a beaucoup de personnes de toutes les origines ethniques et linguistiques parce que regarde une cour d'école. Une cour d'école, c'est comme... c'est l'arc-en-ciel, hein, aujourd'hui au Québec. Euh, et, et la nouvelle génération ne va pas accepter... j'ai beaucoup de confiance que la nouvelle génération ne va pas accepter qu'une partie de la population soit traitée comme des citoyens de deuxième classe. Les enfants, là, les Gen Z et les milléniaux des communautés arabo-musulmanes, eux autres ne vont pas accepter d'être traités comme des citoyens de deuxième classe. Et leurs amis, leurs collègues, leurs conjointes, la société qui les entoure non plus va pas l'accepter. Alors, la réalité, là, c'est que tôt ou tard, comme d'autres communautés qui sont venues avant eux, euh, les, la société va finir par trouver une certaine place où on va être capable de vivre ensemble. On va trouver un vivre ensemble. La question, c'est est-ce que ça va nous prendre une année ou une génération? Est-ce qu'on va devoir lutter pour 3 ans ou 30 ans? Euh, et si la lutte dure 30 ans, ben, il va y avoir beaucoup plus de séquelles que si elle dure 3. Alors, mon espoir, c'est que on réussit à communiquer avec la société entière du bénéfice du vivre ensemble et de trouver et de préconiser les droits fondamentaux de chacun et chacune et qu'on ne se laisse pas tomber dans la division et la peur de l'autre parce qu'à la fin de la journée, tôt ou tard, les lois comme la loi 21 vont retrouver leur place, c'est-à-dire dans la poubelle de l'histoire. Euh, alors, peut-être c'est une façon positive de terminer. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.